C'est à la fois un honneur et un plaisir que de présenter le professeur Mondher Kileni, qui est membre de Beit al-Hikma, membre étranger sans être étranger, et qui est connu, qui est un professeur d'anthropologie à Lausanne. Il était doyen de la faculté des sciences sociales, c'est ça? Oui, et politique. Et politique de Lausanne. Il a beaucoup publié, pratiquement une vingtaine de livres, dont la plupart sont des livres personnels, mais il y a aussi beaucoup de livres collectifs, et intéressants d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors je vais citer certains de ces livres connus. Le premier livre, je pense que c'est les cultes du cargo mélanésien, et c'est un livre sur les mythes et la rationalité en anthropologie, ce qui montre que Mondher n'a pas travaillé que sur un seul terrain ou sur un terrain, disons, indigène. Il a beaucoup voyagé et il a une vision universelle, comme l'ont la plupart des anthropologues, même si beaucoup d'anthropologues sont connus par le terrain, un terrain particulier, mais Mondher a pratiquement fait de nombreux terrains, y compris en Tunisie, dans son village natal, et ça déborde son village natal qui est Ksar Gafsa. Ce livre-là, La construction de la mémoire, qui est connu, qui est un très bon livre qui montre les transformations de l'oasis et de la ville, du village, disons. Et ça déborde, ça peut donner une idée sur les transformations du sud tunisien d'une façon générale. Et le livre que nous allons présenter aujourd'hui s'intitule « Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale ». Avant de présenter brièvement ce livre, parce que vraiment j'ai envie de l'écouter sur ce livre qui est brillant, et je dirais pourquoi ce livre est brillant et pourquoi ce livre est particulier. Je pense que c'est, même par rapport à ces autres livres, là, il sonde de nouvelles pistes stimulantes pour la recherche. Avant de dire cela, j'aimerais signaler d'autres livres qu'il a écrits. Il a beaucoup écrit sur un thème qu'il aborde ici frontalement, à savoir l'autre, l'altérité, n'est-ce pas? Et il a également écrit sur l'anthropologie, il a fait des introductions à l'anthropologie, et un de ses livres, de ses récents livres, s'intitule, le voici, Pour un universalisme critique. C'est un livre important qui aborde la question de la situation contemporaine, pour vous dire que l'anthropologie, contrairement à ce qu'on pense, ne s'intéresse pas qu'au passé et ne s'intéresse pas qu'aux objets de musée, disons, mais qu'elle colle au réel, qu'elle part du présent pour sonder les fondements culturels. N'est-ce pas? Il a beaucoup écrit également, il a 2 ou 3 livres qui présentent ce que c'est que l'anthropologie. Il a fait une introduction à l'anthropologie, un livre également récent où il essaie de montrer que l'anthropologie est la science du local en relation avec le global. Il y a un livre sur le local et le global qui est, à mon avis, très important. Alors, pourquoi ce livre m'a semblé stimulant et même révolutionnaire dans la manière d'aborder la question de l'altérité? Il s'appelle « Du goût de l'autre » et le sous-titre, c'est « Fragment d'un discours cannibale ». Bien pourquoi? Parce qu'il a pris un objet classique en anthropologie, la question du cannibalisme, n'est-ce pas? La question du cannibalisme a été abordée pratiquement par tous les grands maîtres de l'anthropologie, comme la question de la sorcellerie, du chamanisme, de la religion. Ce sont des thèmes anthropologiques par excellence, n'est-ce pas? Comme la question de la chefferie, du pouvoir, du charisme, tout cela, c'est des questions qui ont été très bien travaillées par les anthropologues, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être encore travaillées. Il y a de la matière à partir, comme vous le savez, des matériaux de terrain, parce que le propre de l'anthropologie, c'est justement de partir du terrain, pas de faire de la théorie seulement. Les anthropologues partent d'une enquête de terrain, d'une enquête empirique, et ils vont essayer de généraliser par la suite. Alors, pourquoi ce livre, j'ai dit, est important? Parce qu'il part d'un objet classique,
la question du cannibalisme, qui est, comme on le croit, comme le sens commun le croit, c'est le fait que des humains mangent de l'humain ou d'autres humains, n'est-ce pas? Mais il montre que l'objet est indéfinissable, n'est-ce pas? Et il va surtout montrer qu'au-delà de cet objet flottant, de cet objet flou, qu'on n'arrive pas à cerner, n'est-ce pas? Pourquoi on n'arrive pas à le cerner? Parce que ça désigne à la fois une pratique alimentaire, mais ça désigne aussi d'autres pratiques, c'est-à-dire qu'on mange les autres, on mange un humain ou des humains, pas seulement parce qu'on a faim, mais parce qu'il y a aussi l'idée d'une croyance et même d'une religion, et ça peut être également un plaisir, il le dit, ça peut être une gloutonnerie, n'est-ce pas? Ça fait partie des manières de se sentir humain en mangeant de l'humain, n'est-ce pas? Et alors j'ai dit que ce thème a été très bien sondé par les grands anthropologues dès la fin du 19e. Fraser, qui a écrit un livre fabuleux en anthropologie qui est connu, qui s'appelle Le Rameau d'or. Alors, dans Le Rameau d'or, Fraser, ou Fraser si on prononce comme en langue française, nous dit que le cannibalisme, c'est l'appropriation des vertus des morts, n'est-ce pas? On les mange pour s'approprier leurs vertus. Cela est connu sur le plan historique. Donc, il construit une observation empirique qu'il va généraliser aux sociétés. N'est-ce pas? Plus tard, un peu plus tard, presque à la même période en fait, mais ça a été publié plus tard, Marcel Mauss va distinguer entre un cannibalisme, endocannibalisme et l'exocannibalisme, c'est-à-dire l'endo, c'est le fait de manger des humains qui appartiennent à la famille ou au clan, n'est-ce pas? Et l'exo, c'est de manger d'autres peuples, dans les guerres par exemple. Et alors il montre que l'endocannibalisme, c'est le fait, on mange des gens qui sont très proches pour ne pas laisser échapper l'esprit de famille, pour ne pas laisser échapper à l'extérieur, donc pour garder l'esprit de famille. Et par conséquent, l'exocannibalisme, c'est la manière de protéger le groupe, n'est-ce pas, et donc de renforcer la cohésion du groupe. En mangeant les autres, on se renforce soi-même. Et donc il y a tout un débat sur le cannibalisme. Est-ce que c'est un fait culturel ou bien c'est un fait universel? Et là, ce n'est pas le débat sur lequel insiste plus Mondher, mais il insiste sur un autre débat. Il y est ce débat-là du culturel et du universel, parce que Mondher a cette capacité de joindre les deux, de joindre la culture et l'universel. Mais il y a un autre débat encore plus intéressant, c'est que est-ce que ça existe? Est-ce que c'est du réel? Est-ce que ça existe réellement, le cannibalisme, ou bien c'est un fantasme? Et là aussi, c'est une fiction, n'est-ce pas, que développent certains sur d'autres, n'est-ce pas? Un peuple sur d'autres, en guerre ou en concurrence et tout cela. Et il a cette capacité de joindre les deux, de nous montrer, il y a bien sûr toute une littérature sur ce que c'est que le réel en sciences sociales. Est-ce que le réel existe réellement? C'est quoi la réalité? Et est-ce qu'il n'y a pas, comme le dit Marshall Salins, du symbolique dans le réel? Il y a toujours du symbolique dans le réel. Ce que nous croyons être réel, ce que nous croyons être vrai, contient autre chose que le réel. Il contient, comme disent les lacaniens, du symbolique et de l'imaginaire, bien entendu, n'est-ce pas? Il reprend tout cela, et je pense que l'apport de Mondher, ce n'est pas au niveau de l'objet, parce que le thème est connu, mais c'est au niveau de la méthode. Au niveau de la méthode, auparavant, jusqu'ici, il y avait des observations empiriques, mais il n'y avait pas la théorisation du fait. Mondher réussit à théoriser ce fait empirique en apportant du nouveau, en déplaçant la focale. Il est dans ces débats et il est au-delà de ce débat-là. Il arrive à fonder une méthode qui nous permet de voir
comme il le dit lui, autre chose que le cannibalisme. C'est-à-dire, en étudiant le cannibalisme, il voit autre chose. Et déjà dans l'introduction, il nous donne les fondements de cette méthode, et à la fin, nous le savons, mais au cours de toute l'argumentation, nous le comprenons petit à petit, qu'il arrive, en fin de compte, à ce qu'il nomme dans la conclusion, d'ailleurs très courte, mais dense et brillante, dans ce qu'il nomme dans la conclusion, le cannibalisme comme miroir de soi. En fait, le cannibalisme, et c'est ça la force de son argumentation, c'est que le cannibalisme qui a été en fait créé au XVIIIe, mais en fait avec les grandes découvertes de l'Amérique, on craignait d'être dévoré par l'autre. En fait, c'est une production fantasmagorique de soi-même, et que le cannibalisme donc renseigne plus sur soi-même que sur les autres. Et le livre commence par une très belle lettre envoyée par une étudiante à Monver, une étudiante en médecine, qui était certaine qu'elle découvrait des restes dans les poubelles, qu'il y avait des cannibales. Donc, hein. Et à Lausanne même. Aujourd'hui, avant. Et alors ça m'a rappelé une anecdote, je ne sais pas qui me l'avait raconté, les anecdotes sont toujours révélatrices. C'est un anthropologue qui arrive en Afrique et qui est reçu par son collègue africain, et l'anthropologue européen, quand il arrive, il dit à son collègue « Est-ce que vous avez encore des cannibales ?» Et l'anthropologue africain lui répond « Non, il n'y en a plus. » Et l'anthropologue européen, qui était convaincu qu'il y avait des cannibales dans ce pays-là, il dit « Comment ça se fait qu'il n'y en a plus chez vous ?» Il a dit « Tout simplement parce que le dernier, on l'a mangé. » Le dernier, on l'a mangé, donc il n'y en a plus. N'est-ce pas? Et cette anecdote aussi, je pense qu'elle renforce la thèse que tu... en fin de compte, c'est la question sur le cannibalisme n'attend pas de réponse, autre qu'une question sur celui qui la pose, n'est-ce pas? Et je pense que Monver a réussi, d'autant plus qu'il consacre 14 chapitres, et il va combiner dans sa méthode, que j'ai trouvée extraordinaire, entre la méthode rigoureuse anthropologique et la peinture, les romans, les contes, les fictions. Et ça commence avec le roman Cannibale et ça finit par, jusqu'à aujourd'hui, le capitalisme. Et sur le capitalisme, je pense qu'il introduit des développements extraordinaires pour voir que le cannibalisme lui-même, à partir d'une métaphore de Karl Marx d'ailleurs, sur le cannibalisme du capitalisme, il montre que lui-même, il dévore, n'est-ce pas? Il dévore les autres, il dévore ses propres enfants. Voilà. Je ne veux pas être plus long. J'ai beaucoup aimé, vraiment, tu m'as donné non seulement l'occasion de connaître des choses, mais aussi, comme disait Barthes, le plaisir du texte. Voilà. Je te donne la parole pour une présentation et après, nous discuterons. Merci beaucoup, Mohamed, de cette présentation très élogieuse et copieuse. Enfin, il vous a donné de l'appétit. Enfin, bon, j'espère pouvoir correspondre aux attentes qu'a développées Mohamed. Tout d'abord, j'aimerais remercier, bien sûr, Beit al-Hakma et de me donner encore une fois l'occasion de présenter un de mes livres, enfin, dans le cas particulier le dernier. Il y a quelques années, j'ai présenté justement pour un universalisme critique qu'a cité Mohamed tout à l'heure. Puis je remercie bien sûr Mounira qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'est excusée expressément, voilà, et qui est l'organisatrice donc notamment de ces séances, en fait, de ces présentations. D'accord, alors donc comme tu l'as dit Mohamed, je vais essayer de présenter, pas résumer le livre, mais enfin présenter un certain nombre d'éléments et qui puissent aboutir sur une discussion. Et donc je ne vais pas faire long, enfin je vais faire une demi-heure, pas plus. Alors justement, comme le disait Mohamed tout à l'heure, il est toujours intéressant de commencer par les anecdotes. En fait, les anecdotes, d'un point de vue heuristique, elles nous permettent en fait de mettre le doigt sur l'imaginaire, justement, qu'a mentionné tout à l'heure Mohamed, parce que finalement la question de l'imaginaire et du réel, justement, c'est cette interaction. Alors, certains d'entre vous, en tout cas, doivent connaître The African Queen,
de John Huston, qui est sorti en 1951. Alors, l'équipe, ils étaient sur place donc au Kenya, l'équipe comptait sur la présence de plusieurs figurants du village voisin. Or, le premier jour, personne ne s'est présenté. Les habitants n'osaient se déplacer, craignant d'être mangés par les Blancs, en l'occurrence des Américains. Le réalisateur, donc Huston, a donné alors sa parole d'honneur au chef de village que personne ne risquait sa vie. Deux émissaires du village ont été envoyés, donc par le chef du village, ont été envoyés pour s'en assurer. Et lorsqu'ils sont revenus sains et saufs, tout le monde était convaincu que les Américains n'étaient pas cannibales. Et le tournage a pu commencer. Donc cette anecdote, et on peut bien sûr les multiplier, hein, on en trouve vraiment plein dans la littérature, mais aussi dans les rencontres historiques dont je vais parler tout à l'heure, je donnerai un exemple très emblématique. Donc cette anecdote montre que le cannibalisme, ou plus précisément l'idée que l'on s'en fait, fonctionne sur le mode de la croyance, justement, tel que l'a formulé le psychanalyste Octave Manoni. Je sais bien, mais quand même. On y croit tout en n'y croyant pas. On le redoute, donc le cannibalisme, tout en le désirant. On le dénonce tout en s'en délectant. On le pratique tout en le niant. Donc on pourrait parler ici d'un certain nombre d'états mentaux que suscite le cannibalisme, et ces états mentaux soulignent l'ambivalence du phénomène cannibale et la difficulté de le délimiter et encore moins de le définir. Et toute la question d'ailleurs de l'anthropologie, c'est la question de la définition des catégories. On sait très bien enfin que la religion, à un certain moment, elle a été réifiée, mais depuis, les anthropologues n'arrêtent pas de déconstruire cette catégorie. La parenté aussi, donc ça ne va pas de soi. Enfin, il y a des évidences auxquelles les anthropologues ont eux-mêmes contribué, mais qui, après, pour différentes raisons, et notamment méthodologiques, mais aussi d'observation, remettent en question cette catégorie. Et pour revenir au cannibalisme, malgré cette ambivalence, malgré ce flou qu'il y a derrière, revient comme une litanie dans les discours scientifiques, puisque c'est le discours scientifique qui, le premier, a construit cette catégorie, il a réifié, et Mohammed il a donné l'exemple de Fraser, effectivement, qui est le premier à avoir défini à la fois la magie, la religion, la parenté, le cannibalisme. Il est vraiment à l'origine de toutes les catégories modernes sur lesquelles a travaillé l'anthropologie et la sociologie. Mais également, et c'est la particularité de ce livre, moi ce qui m'intéresse, il y a le discours scientifique, bien sûr, auquel j'appartiens et qui m'est familier, mais ce qui m'intéressait et ce que j'ai développé dans ce livre, c'est au fond tous les discours qui relèvent de la culture. Bon, mais il faut le dire d'emblée, de la culture occidentale, dans laquelle je m'inscris, tout comme d'ailleurs l'anthropologie. L'anthropologie est un discours occidental, est un discours européen qu'il faut contextualiser. Donc, c'est les discours parascientifiques, c'est-à-dire, effectivement, c'est les romans d'aventure, c'est les contes, c'est les récits de voyage, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la photographie, donc tous ces éléments-là que j'ai mis à contribution. Donc, si on considère la littérature aussi bien scientifique que parascientifique, revient comme une litanie, une liste de faits, d'institutions et de mœurs données pour cannibales. Et ces littératures font juxtaposer côte à côte des peuples et des sujets, bien sûr le plus possible exotiques, bien sûr, enfin que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique ou en Mélanésie ou en Indonésie, des pratiques et des rituels, des époques et des sociétés différentes, et les raccourcis y sont très fréquents. Donc ce qui est généralement donné sur le ton de l'évidence, à savoir le cannibale, c'est celui qui mange son semblable. D'ailleurs, cela dit, le terme cannibale peut être s'appliquer aussi aux animaux, donc c'est le fait de manger son semblable. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais les animaux aussi peuvent être cannibales s'ils se mangent à l'intérieur de l'espèce. La vache folle, par exemple, enfin, sur lequel j'ai travaillé. La vache folle a été considérée comme cannibale puisqu'on lui a donné à manger de la farine d'animal. D'ailleurs, ce n'était pas par volonté d'être cannibale, c'est les humains qui l'ont rendu cannibale. Donc, en fait, le cannibale, comme définition minimale, c'est celui qui mange son semblable. Alors, justement, cette énonciation, en fait, présente un grave problème d'identité. En fait, elle ne nous apprend strictement rien.
surtout pour un anthropologue ou un sociologue, parce que finalement, un fait ne prend consistance que dans une culture, que dans une symbolique. Il faut pouvoir donc connaître et reconstruire cette symbolique. Est-il approprié d'utiliser ce terme lorsque des personnes broient les os du défunt pour boire la poudre en mixture, ce que a évoqué tout à l'heure Mohamed, l'endocannibalisme, par exemple chez les Guayakis. Voilà, ça c'est un exemple extrêmement célèbre de Pierre Clastres, qui a travaillé chez les Guayakis et qui a théorisé, notamment à partir bien sûr de la littérature qui l'a précédé, l'endocannibalisme. Alors l'endocannibalisme, c'est ça, c'est de manger ses morts, mais de façon rituelle et de façon cuisinée. Ce que Lévi-Strauss a parlé de triangle culinaire et que moi j'ai adapté en parlant de triangle cannibale. Et le cannibalisme rituel est un cannibalisme culturel dans la mesure où il est cuisiné. C'est de la cuisine, il y a du bouilli, donc on est vraiment dans la culture. Bon, alors donc je donne des exemples en vrac. Alors est-il cannibale de sacrifier des prisonniers de guerre et de leur arracher le cœur comme chez les anciens Aztèques? Qu'en est-il, voilà, ça c'est une autre représentation, donc des codex de l'époque, en fait, de la conquête, donc du XVIe, qui n'avaient pas encore été détruits, quelques-uns sont restés. Est-il cannibale de manger le corps du Christ et de boire le sang du Christ, hein, l'Eucharistie? On est au cœur même de la question du cannibalisme, d'autant plus qu'au XVIe siècle, la grande controverse entre catholiques et protestants tournait autour du cannibalisme. Les protestants reprochaient aux catholiques d'être des cannibales, de manger le corps du Christ, alors que les protestants, pour eux, ça ne peut être qu'une métaphore. Donc on voit bien en fait, que la question du réel et de l'imaginaire, elle est au cœur de toutes les pratiques, et notamment du christianisme. Qu'en est-il des contes? L'ogre, il roule aussi dans la tradition arabe ou maghrébine. On a plein justement d'exemples de cannibalisme dans les contes pour l'éducation justement des enfants. Donc ça forme, enfin c'est une forme d'éducation sentimentale des jeunes. Qu'en est-il de l'anthropophagie? Oui, ça c'est le fameux conte du petit chaperon rouge qu'on peut analyser à la fois anthropologiquement et psychanalytiquement comme un cannibalisme qui est une initiation sexuelle en fait de la jeune fille, mais en même temps une façon de manger la fécondité de la mère à travers la grand-mère qui est mangée par le loup. Le loup en fait serait là comme l'opérateur cannibale qui va aider la jeune fille à découvrir sa sexualité et en même temps aussi à en faire une femme puisqu'elle va prendre la place de la mère, donc manger sa fécondité. Qu'en est-il en fait de tout un débat, enfin de tous les mythes de la Renaissance, hein. La Renaissance, elle s'est fondée sur l'idée que Colomb, pendant très longtemps, en fait, n'était absolument pas persuadé d'avoir découvert un nouveau continent. Il est mort sans le savoir, d'ailleurs. Mais il pensait avoir atteint l'extrême Asie parce que la première fois on appliquait l'idée que la Terre était ronde, et il pensait qu'il allait découvrir toute une série de peuples monstrueux et par définition tératologiques, par définition cannibales. Les acéphales, les cynocéphales avec tête de chien, les Amazones, etc. Qu'en est-il de toute la littérature, là aussi, voilà, les mythes antiques, les Amazones cannibales, hein, qui ont marqué les esprits. Et d'ailleurs, la modernité en fait, occidentale n'a fait qu'amplifier tous ces mythes. Hein. Au fond, la Renaissance a été encore plus mythique que le Moyen-Âge, parce qu'on pense toujours qu'il y a une progression linéaire, mais en fait, c'est vraiment les découvertes qui ont donné une impulsion à tous ces mythes. Bien sûr, là, c'est à la jonction du discours scientifique et parascientifique. Au XIXe siècle, on était persuadé qu'au départ de la culture, on était anthropophage, on était cannibale, et progressivement, on s'éloignait. Donc, d'où l'accusation systématique de cannibalisme pour tous les peuples exotiques. Donc, et la science, elle est vraiment, et Fraser notamment, sont responsables au fond du stigmate du cannibale. On ne pouvait pas ne pas être cannibale quand on est sauvage, quand on est exotique. Qu'en est-il, pour être dans un autre espace, qu'en est-il du tableau de Jéricho, le fameux tableau de Jéricho, le naufrage de la Méduse. Le naufrage de la Méduse, c'est ce bateau 1815,
qui est parti de France pour rejoindre la colonie du Sénégal, qui a été restituée à la France après les guerres napoléoniennes, et il a fait naufrage. Et le commandant, qui était un incapable, mais c'était un royaliste qui est revenu, donc on lui a donné le bateau pour le diriger, il a abandonné plus de 200 soldats et de sous-officiers sur un radeau bricolé, et lui, avec les officiers, il a pris la chaloupe. Et ce radeau, en fait, il n'était pas loin de Saga al-Hamra. Enfin, donc c'est parce qu'il y a des sables, et puis c'est là où ils se sont ensablés. Donc ils ont dérivé pendant pas longtemps, 5-6 jours, mais en attendant, ils n'avaient rien à manger, et il y a eu des cas de cannibalisme. Et ça a été un événement extraordinaire, et Géricault en a fait un tableau pour dénoncer en fait, la royauté. C'était un discours politique pour dire, voilà, les royalistes, en fait, c'est des gens irresponsables, et ils sont responsables du cannibalisme qui a eu lieu sur ce radeau. Un autre exemple, bon, un fameux exemple aussi dans l'actualité, c'est les Andes, l'avion des Andes, 1972, l'avion d'une équipe de football, pas de football, du rugby, qui est tombé dans les Andes, et ils se sont retrouvés complètement isolés. On n'a pas pu, même les avions de reconnaissance ne les ont pas trouvés, et ils ont été obligés de manger les cadavres. Ce qui est intéressant, c'est de savoir au fond, et c'est ça ma question, est-ce qu'on mange par nécessité ? Et même quand on est dans la nécessité, en fait, on ne va pas manger indifféremment. Donc il faut une ritualisation, il faut une mise en culture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont inventé des règles. Ne pas manger les proches, sinon ce serait de l'inceste. Ne pas manger n'importe quelle partie, etc. Bon, c'est juste pour dire donc que le cannibalisme apparaît toujours comme un phénomène complexe. Bon, j'arrête ici la liste parce que vraiment on peut l'allonger, mais moi c'est ça qui m'intéressait. En fait, c'est de réunir ces imaginaires mêlés à des événements réels, historiques, avérés, et d'essayer de comprendre finalement l'enjeu. Et c'est là que la catégorie du cannibalisme est à la fois intéressante, utile, et en même temps elle est évanescente. Elle est là et elle n'est pas là. Alors, quel rapport, alors si on se situe maintenant au niveau de ceux qui ont écrit sur le cannibalisme, quel rapport y a-t-il entre les anciens, Hérodote, Strabon, on parlait d'anthropophagie, l'anthropophagie vient du grec. Qu'en est-il de Christophe Colomb, sur lequel je vais m'arrêter justement, parce qu'il est à l'origine du terme cannibale. Qu'en est-il de Jean de Léry, le premier récit, avec Hans Staden, le premier récit que nous avons du cannibalisme rituel dans la région de Rio de Janeiro. C'est peut-être, pour ceux qui ne savent pas, Rio de Janeiro, ça s'est appelé comme ça par les Portugais, mais avant, cette région, Guanabara, c'est le nom indien, a été occupée par les Français. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 10-15 ans. Les Français étaient là-bas, et Jean de Léry, qui était un réformateur et un protestant, il était établi dans la colonie, et il nous a offert la première description rituelle, qui est vraiment extrêmement moderne. C'est-à-dire que Pierre Classe, que j'ai montré tout à l'heure, l'anthropologue qui a fait sa recherche au Paraguay sur le cannibalisme dans les années 1960, le premier récit de Léry est aussi riche ethnologiquement et anthropologiquement qu'à Lévi-Strauss. Enfin, il a compris que le cannibalisme des Indiens était cannibalisme rituel. Et donc, on est au cœur de la civilisation. Donc, il a bousculé un peu l'idée reçue au XVIe siècle, comme quoi les sauvages, par nécessité, parce qu'ils sont incapables de produire des biens, etc., ils mangent le semblable, ou bien, comme disait Diderot, par paresse, parce qu'ils ne veulent pas travailler, donc ils vont manger leur semblable. Alors que Jean de Léry, au XVIe siècle, il nous a offert une analyse, mais d'une modernité incroyable, quoi. Et c'est ce qui m'a inspiré. D'ailleurs, Montaigne aussi, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Bon, pour aller vite, qu'en est-il aussi de Freud, hein, Freud, qui a fait du cannibalisme le nœud de sa théorie, sur laquelle je reviendrai rapidement. Bien sûr, avant Freud, le siècle des Lumières, Voltaire a beaucoup utilisé, il y a même un article l'anthropophagie dans l'encyclopédie. Puis, bien sûr, Marx, Engels, d'ailleurs Marx n'a fait que reprendre ce que disait Engels, c'est Engels qui a le premier, finalement, met en avant l'idée du capitalisme
ou de la marchandise cannibale, à savoir qui cannibalise, c'est-à-dire qui mange la valeur travail. Donc voilà, en fait sous une permanence lexicale, à savoir cannibalisme, se dissimulent en réalité des discontinuités béantes. Alors, finalement, l'historien de l'Antiquité, Paul Veyne, nous rappelle comment, sans que nous nous rendions toujours compte du changement de perspective, nous voyons les pratiques et les vérités différentes d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, de façon uniforme. Alors, il donne l'exemple, lui, de l'amour. Nous pensons, par exemple, que l'amour, c'est toujours l'amour. Nous écrivons des livres sur l'amour. À travers les siècles, nous croyons à des invariants historiques. Bien sûr, lui, justement, son idée, en tant qu'historien et en tant qu'ami et proche de Michel Foucault, pour montrer en fait que tous les discours sont situés et il y a des régimes de vérité. Et au fond, l'amour est une catégorie absolument évanescente. Et pourtant, on y croit. Et c'est vrai, quelque part, elle est là, mais en même temps, elle n'est pas là. Parce que finalement, quand on énonce amour, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ben pour moi, en fait, je n'ai fait qu'appliquer cette devise par rapport au cannibalisme. Oui, c'est vrai, le cannibalisme, comme je vous l'ai montré, on peut le trouver un peu partout, mais est-ce que ça répond à la même réalité? Et ce qui m'intéresse, c'est de saisir les différentes réalités. Et comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, le propre de l'anthropologie, c'est justement de sortir des évidences, c'est de sortir des catégories englobantes, même si Fraser, même si d'autres anthropologues sont à l'origine de cette essentialisation. C'est de sortir pour montrer à la fois le particulier et l'universel. Et ne pas tomber justement dans les catégories trop universelles qui prennent de la distance par rapport au réel et par rapport aux données, et au contraire d'essayer de concilier les deux dimensions. Alors, venons-en à Christophe Colomb. Venons-en à Christophe Colomb. Le terme cannibale n'est-il pas lui-même historiquement et culturellement déterminé? Donc, on peut faire une déconstruction de ce terme pour montrer justement, au fond, du fait même qu'il est historiquement contextualisé, il ne peut pas renvoyer à une catégorie éternelle. Il a été inventé au lendemain de la rencontre de Colomb avec les populations exotiques de ce qu'on appelait à l'époque les Indes occidentales, parce que je reviens à l'idée que Colomb était persuadé qu'il avait atteint les Indes, mais en faisant le contour. Caraïbes, c'est le terme donc se donner. Caraïbes, en fait, ça vient de Caraïbes, une population qui vit en face des Antilles, mais sur le continent. Alors, le terme Caraïbe a donné naissance par altération au mot cannibale. Ce dernier terme charrie avec lui un tissu d'imaginaire et de fantasmes transporté par le voyageur Colomb dans son périple. Colomb était un excellent marin, il était pragmatique, mais en même temps, il était rempli de mythologie du Moyen-Âge. Il était persuadé qu'il allait justement rencontrer le Grand Khan, il allait rencontrer des cynocéphales. Et dans son journal, c'est ce qu'il écrivait toujours. Donc, c'est juste pour dire qu'au fond, le côté pragmatique, rationnel, côtoie parfaitement le côté, entre guillemets, irrationnel, le côté magique, le côté croyance. Donc, Colomb n'était pas irrationnel, non, il était quelqu'un de son époque, il a découvert une nouvelle route, mais en même temps, il disait, mais oui, mais bon, donc, je vais aller dans les Indes occidentales, c'est-à-dire l'actuelle Sibérie, l'extrême Asie, et je vais rencontrer ces peuples. Donc, en arrivant là-bas, il était persuadé justement qu'il était dans ces confins de l'Asie, il était donc convaincu qu'il allait trouver des cynocéphales, etc., comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, il va justement inventer le terme de cannibale, qui va donner après la catégorie cannibalisme. Alors, on peut se poser la question, est-ce que le Caraïbe, d'où vient ce terme, altération de l'espagnol, hein, Caraïbe, canib, est-ce que le Caraïbe était cannibale? Bien que n'ayant pas rencontré le peuple caribe en question, parce que quand il a débarqué, c'est un peu... il a débarqué dans l'actuel Saint-Domingue, Haïti, et tout de suite il a appelé Hispaniola. Donc ça montre bien
la volonté de conquête. En fait, c'est prendre possession d'un pays, c'est de le nommer. Bon, Hispaniola, et c'est là où il a rencontré les premiers indigènes, et il leur a dit, mais où est Gog, où sont Magog, où il y a de l'or, où il y a de l'argent, etc. Donc il mélangeait à la fois les choses pratiques et de la mythologie. Puis les Indiens, là, ils lui ont dit, ah oui, oui, non, non, les Caribes, justement, c'est eux qui viennent, et ils font des razzias chez nous, et ils nous prennent, et ils mangent ceux qui les prennent. Et en fait, à partir de cette rumeur, Colomb va construire le terme cannibale. Donc, il n'a pas rencontré ce peuple, mais il a entendu les gens qu'il questionnait, les indigènes qu'il a rencontrés, mais les indigènes voulaient lui faire tout simplement plaisir, hein, donc, parce que c'est comme pour l'or, quoi. Chaque fois il lui disait, mais enfin oui, c'est plus loin l'or, etc., jusqu'à aller jusqu'en Amazonie. Donc il a pris cette information et il va construire Caniba, donc en l'associant au monstre qui a qu'un seul œil, et surtout à canis, en latin chien. Et justement, je le cite, il insiste dans son journal sur la férocité de ces cannibales qui n'avaient qu'un seul œil et une face de chien. Donc vous voyez comment il a transformé, en fait, il a rendu réel, en fait, son imaginaire, en projetant le témoignage des Arawaks, enfin ce peuple-là qui lui parlait des Caribes. Donc, Colomb va associer le nom de Caribe au radical de canis latin chien. Il l'adjectiva en cannibale, fils, face de chien, mangeur de chair humaine, qui donnera le substantif qui va avoir beaucoup de succès, cannibalisme. Donc là, on a quelques images, bien sûr, enfin, de cette rencontre, ou fausse rencontre, en fait, et invention du cannibalisme. Donc voilà, en fait, ça, c'est une reproduction du XVIe siècle, donc quelques décennies après l'arrivée de Colomb. Ben, voilà, justement, l'image du féroce cannibale, enfin, qui s'attaque au premier venu. Ainsi prit forme la première scène cannibale, on pourrait dire, dans l'histoire de l'Occident. La première scène cannibale écrite du Nouveau Monde. Alors, nous avons une reproduction qui date de 1505. 1505, c'est vraiment très tôt, hein, et Colomb n'est pas encore mort. 1505, nous avons la première image, la première gravure illustrant un passage des lettres du navigateur Amerigo Vespucci, qui va découvrir le passage entre l'Atlantique et le Pacifique, et qui va donner son nom d'ailleurs. C'est pas lui qui va donner, mais enfin, Amérique, ça vient d'Amerigo, hein, du prénom de Vespucci. C'est au fond un cartographe de Saint-Dié du côté de l'Alsace, ou de la Lorraine plutôt, qui... on a commencé à douter que c'était un nouveau continent. Il cherchait un nom, hein, un nouveau continent, mais qui était encore très mal dessiné. Et il a pensé à Amerigo Vespucci, il l'a appelé Amérique. Donc vous voyez, en fait, l'arbitraire. On est dans l'arbitraire du signe. Et en même temps, on est dans la conquête, dans la réalité de la conquête. Bon, donc voilà la première représentation, vraiment extrêmement réaliste. Enfin, donc on a l'impression que c'est un étal de boucher, comme chez nous, ou en tout cas dans les pays civilisés, sauf que c'est des humains, c'est pas le cochon, ou bien c'est pas un mouton, ou c'est pas une vache. Donc ça, c'est la première image qui va cristalliser le phénomène. Donc on peut dire que cannibale est un mot métis européen et américain. En fait, c'est une invention. C'est véritablement une invention. Mais une invention qui va produire du réel, bien sûr. C'est ça qui est intéressant, qui nous intéresse. Et c'est pour cela, moi, dans ma démarche, je n'oppose absolument pas le réel et l'imaginaire, parce que le réel ne fonctionne qu'à travers l'imaginaire. Enfin, on imagine, bien sûr, Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. Toute société s'institue à travers un imaginaire, et cet imaginaire, il est radicalement arbitraire. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'on peut défendre la démocratie, hein, c'est de montrer effectivement comment la société, les femmes et les hommes sont capables d'instituer imaginairement un ordre social. Et là, je trouve que c'est extrêmement important. C'est pour ça que moi, je préfère le terme cannibalisme au terme anthropophagie. Pourquoi? Parce qu'anthropophagie, c'est un terme trop littéral. C'est l'humain qui mange l'autre humain. Anthropos, phagos. Bon, c'est pas intéressant, ça ne nous apporte pas beaucoup. Alors que cannibalisme, on est tout de suite dans la culture. On voit bien que c'est un mot métis, on voit bien que c'est un mot fondé sur un malentendu. Et c'est un mot qui va
produire de l'histoire. Donc, cannibalisme, je l'adopte, mais en le contextualisant et non pas en l'essentialisant comme on l'a fait. Vous voyez donc la difficulté que nous avons tous, d'ailleurs sociologues, anthropologues, historiens, etc., à sortir des catégories essentialisées que nous avons contribué nous-mêmes à essentialiser, parce qu'on n'arrête pas d'essentialiser. Donc il faut pouvoir sortir de là. Donc mot métis et cannibalisme possèdent donc une charge symbolique qui en fait un concept culturel chargé d'histoire, c'est-à-dire de préjugés, de stéréotypes, de fantasmes et de volonté de domination, mais aussi de création de la culture. Parce que moi, ce qui m'intéressait dans le cannibalisme, c'est la capacité qu'a le cannibalisme réellement, imaginairement, à produire de la culture, et non pas à détruire seulement. Parce qu'on pense que le cannibalisme, c'est la destruction. De l'autre, c'est l'ingestion. Mais non, justement, le capitalisme, il y a des glissements qui se font, mais oui, mais le cannibalisme est producteur aussi de sens. Alors, l'existence même de l'autre et son étrangeté postulée, comme on le voit par exemple là, donc on est vraiment dans le discours de soi et de l'autre, en fait, comment on perçoit l'autre. Et en percevant l'autre, on se perçoit soi-même, bien sûr. Il y a le fond et l'arrière-fond. Donc l'existence même de l'autre et son étrangeté postulée, quelquefois avant tout contact réel, d'autres fois au contraire en connaissance de cause, a souvent suscité des accusations de cannibalisme. Et là aussi, Mohamed, tout à l'heure, il a mentionné, la littérature est remplie de peuples victimes de ce type de dénonciation. Carthage par Rome, enfin, une des grandes accusations des Romains pour justifier au fond la défaite de Carthage, c'est qu'ils sacrifiaient leurs enfants. Et derrière le sacrifice des enfants, d'ailleurs qui est une pratique absolument inventée, quoi. Enfin, donc, si j'ai bien lu les dernières productions dans le domaine, etc., en fait, là aussi, c'est une fiction, quoi. Enfin, c'est une fiction totale, en fait, que ce sacrifice des enfants chez les Carthaginois. Mais peu importe, ça montre bien, finalement, que le cannibalisme, enfin, en disant l'anthropophagie, parce qu'à l'époque, ce terme n'existait pas, c'est une façon, en fait, de déclasser l'autre. Les chrétiens par les païens. Les chrétiens étaient accusés d'anthropophagie. Les païens et les juifs par les chrétiens. Les Irlandais par les Anglais. Les Chinois par les Coréens, etc., etc. Donc, la réputation, l'accusation ou la rumeur de cannibalisme ne sont donc, de ce point de vue-là, pas à négliger dans l'appréhension du phénomène. On doit tenir compte de cet imaginaire qui va mieux nous faire comprendre justement les tenants et les aboutissants du cannibalisme. Je dirais même qu'elle constitue l'essentiel même l'essentiel de la nature du cannibalisme. C'est-à-dire le cannibalisme est toujours une rumeur, même pour celui qui pratique le cannibalisme. Parce que celui qui pratique le cannibalisme, il dira toujours que l'autre est plus cannibale que soi, parce qu'il ne respecte pas ses propres règles. C'est ça qui est incroyable. Parce que le cannibalisme, en fait, chaque fois qu'on pense avoir trouvé le cannibalisme, ce cannibale lui-même va nous dire mais non, il n'y a plus cannibale que ça, en fait. Hein. Nous, au moins, on a des règles, etc. Mais eux, ils font ça sans les règles, ils sont vraiment atroces et tout. Et ça, parmi les peuples exotiques eux-mêmes. Hein. Donc, si on travaille en Amérique du Sud et tout, ou bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme moi je l'ai fait, d'un village à l'autre, à l'époque, il n'y avait plus de chasse aux têtes, il n'y avait plus de cannibalisme, mais quand les vieux restituaient leurs pratiques, chaque fois, le cannibale, c'est l'autre. Donc, autrement dit, on ne peut pas appréhender le phénomène cannibale qu'à travers sa dimension, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois réelle et imaginaire. C'est comme ça qu'on peut vraiment entrer dans le vif du sujet, si on ne l'appréhende pas historiquement et culturellement. Le cannibalisme est en effet moins une mondification de la chair humaine qu'une métaphorisation des relations sociales. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. En tant qu'anthropologue, sociologue et en tant que, disons, les sciences humaines ou les sciences sociales, ce qui m'intéresse, c'est comment le cannibalisme permet de métaphoriser des relations sociales, des relations de pouvoir, comment c'est une illustration de l'ordre et du désordre, comment c'est un opérateur de la loi et de la règle, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, et aussi comment il fonctionne comme une frontière entre soi et l'autre, entre l'humain et le non-humain. Et bien sûr, une façon de déclasser les autres peuples, c'est de dire qu'ils sont cannibales. Donc, à la limite, on les renvoie à un état animal. Donc, on peut les tuer. Et c'est ce qui s'est passé en Amérique, dans les années 1530 déjà. Le cannibalisme est devenu une accusation qui va permettre aux colons et aux missionnaires, en fait, de tuer le plus possible d'indigènes sous prétexte qu'ils sont irrécupérables. Enfin, c'est des
animaux, sinon même des choses. Donc, comme l'a aussi dit Mohammed tout à l'heure, le cannibalisme relève toujours du fait raconté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir le cannibalisme en dehors de la manière dont il est raconté, par qui il est raconté et dans quelles circonstances il est raconté. C'est pour ça qu'il n'y a pas un cannibalisme, quand on dit l'objectivité, mais enfin là, dans le cas particulier, justement, pour être objectif, il faut pouvoir saisir le processus. Alors moi je dirais qu'au fond, le cannibalisme répond un peu au conte. Il était une fois un cannibale ou un peuple cannibale. On est dans le conte, on est dans le récit. Derrière cette formule, il était une fois un cannibale, se manifeste justement une autorité ou une tradition. C'est quelqu'un qui dit ça, c'est du cannibalisme, ou ce n'est pas du cannibalisme. Derrière cette formule s'exprime une attente ou une morale, se déploie une forme ou une esthétique. Alors, grâce à cette formule s'ouvre le champ de l'aventure, de l'extraordinaire et de l'indicible, s'en trouve. Et c'est là où j'ai trouvé que le cannibalisme était vraiment une porte ouverte à toutes les créations où l'imaginaire est important, la littérature, le cinéma, la photographie, et j'en passe. Le cannibalisme, on trouve les abysses de l'inachèvement et de l'incomplétude propre à la culture et aux faits humains. Parce que là aussi, on parle de l'idée, ou en tout cas moi je partage cette idée, que finalement on est tout le temps dans l'anthropopoiesis, on est tout le temps dans la construction de l'humain. Et toutes nos lois, toutes nos règles, toutes nos coutumes, toutes nos manières de faire, de manger, c'est de la production de l'humain. Pourquoi? Parce qu'au départ, au fond, l'humain est inachevé, quoi. Enfin, il est incomplet. Et la culture, elle est là pour le compléter. Donc ça, c'est une thèse très forte, mais qu'il a fallu vraiment du temps pour qu'elle s'impose dans le domaine des sciences sociales, de l'anthropophagie, d'anthropologie, qui est une anthropophagie aussi, hein, j'y reviendrai, parce que c'est une forme de savoir qui phagocyte aussi les autres, rien qu'à travers les théories évolutionnistes. Les théories évolutionnistes, véritablement, c'est une forme de phagocytation des autres cultures, en les renvoyant à un état primitif pour mettre en avant, justement, l'état d'évolution dans lequel était censée être la société européenne capitaliste de l'époque. Donc, le cannibalisme est un phénomène multiforme qu'il est difficile de réduire à une seule voie, à un seul type, à un seul enseignement, à une seule interprétation, à une seule esthétique. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la réflexion, et comme l'a dit Mohammed aussi, à la réflexion méthodique ou méthodologique de l'anthropologie, j'ai associé dans mon livre l'inspiration littéraire et artistique sous forme de contes, de romans, de peintures, de cinéma, de photos et de chroniques, parce que ce sont des lieux de production de la culture. Mon intérêt pour le cannibalisme est justement au-delà de l'exotique, mais l'exotique m'intéresse parce que c'est quand même l'objet de l'anthropologie premier. Mais moi, donc dans ma recherche, j'ai commencé par les cultes du cargo mélanésien. Les cultes du cargo mélanésien, c'est vraiment, c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui était considéré à l'époque, jusque dans les années 90, comme l'endroit où on rencontre les plus primitives des sociétés humaines. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils étaient encore à l'âge de pierre. Parce qu'ils n'avaient pas encore, ils ne connaissaient même pas l'âge de fer. Donc c'était une région qui était considérée comme, comme avoir une sorte de réservoir de société complètement exotique. Bon, et mon travail a consisté à montrer en fait qu'à travers les cultes du cargo, et les cultes du cargo ont été analysés par les anthropologues eux-mêmes, mes collègues et mes maîtres qui m'ont précédé, comme étant la manifestation d'une mentalité primitive, irrationnelle, et parce que les sauvages ne connaissent pas le rapport entre les moyens et les fins, ils ne connaissent pas le travail, et quand ils voient des objets, ils pensent que c'est des divinités qui les apportaient. Mais sauf que ce type d'analyse a fait fi du contexte colonial et fait fi du fait que les Anglais, les Britanniques et les Australiens qui occupaient la région, finalement, faisaient travailler les Papous sur les plantations, exploitaient leur travail, et eux ne travaillaient pas, ils commandaient, et leurs biens venaient par cargo, ils venaient par bateau, ou bien ils venaient par avion. Et puis les indigènes voyaient que les Blancs ne travaillaient pas. Puis ils disaient, mais au fond, pourquoi eux, ils reçoivent des objets et puis pas nous? Donc ils ont dit, c'est les divinités. Mais ce n'est pas parce qu'ils croient que c'est les divinités qui les ont envoyés.
Pour eux, c'était une injonction morale faite aux Blancs pour leur dire, écoutez, nous on travaille, vous ne payez pas, vous recevez des biens, nous aussi on aimerait. Et les Blancs ont interprété ça comme l'expression d'une mentalité primitive, une accusation, exactement comme on les a accusés de cannibalisme. Donc vous voyez en fait comment fonctionne la rencontre culturelle. Alors pour moi, quand j'ai travaillé là-bas, sur ce terrain, et puis ma thèse c'était que les cultes du cargo sont rationnels, et au fond la question de la rationalité elle est chez les anthropologues. C'est les anthropologues qui ont un problème avec le mythe, c'est les anthropologues qui ont mal analysé la question du mythe en considérant que le mythe c'est de l'irrationnel et par opposition au savoir, à la science. Alors qu'au fond, le mythe, et ça les historiens avaient déjà fait ce travail, hein, Pierre Vidal-Naquet et d'autres, pour montrer, ou bien Paul Veyne que j'ai cité tout à l'heure, pour montrer que le mythe est rationnel. Le mythe, c'est ce qui permet justement à une société de s'organiser et c'est une charte qui permet l'action. Sans mythe, on ne peut pas fonctionner. Mais enfin, la démocratie, c'est quoi d'autre sinon un mythe ? Enfin, le mythe de l'égalité. Est-ce qu'on peut démontrer qu'il y a l'égalité dans la nature, à moins d'être le porte-parole de Dieu, hein, ou bien de considérer ça que c'est dans la nature humaine. Mais c'est quoi la nature humaine? Donc, on sait bien que, que la démocratie est une croyance, hein, etc. Bon, juste pour dire donc que moi, ce qui m'intéressait dans le cannibalisme, c'est pas l'exotisme, hein, mais plutôt d'analyser nos propres comportements, c'est-à-dire la société contemporaine. Et au fond, mon livre, c'est surtout sur la société contemporaine, c'est sur l'hypermodernité, parce que justement, je déplace la focale, je déplace le raisonnement sur notre société pour montrer en fait notre société est peut-être plus cannibale que toutes les autres. Et c'est un cannibalisme qui n'est pas avoué, c'est un cannibalisme honteux. Et c'est un cannibalisme qui consiste à se cacher pour mieux, finalement, dévorer. Alors, peut-être rapidement, donner un exemple. Hein, bon, ça, c'est des représentations du XVIe siècle, de nouveau, très stylisées, du repas cannibale. Donc là, c'est magnifique. Hein, ça, c'est l'école de Debris qui a illustrer l'Amérique à travers les différents chapitres et notamment le cannibalisme. Mais je vais donner juste un exemple pour montrer en fait comment le cannibalisme est véritablement... Oui, là en fait je me suis permis de donner la liste des chapitres pour montrer finalement que ce qui m'intéresse le plus c'est finalement la société contemporaine déjà à partir du chapitre 3 au chapitre 4 quoi, en fait, pour montrer en fait que j'essayais de cerner un certain nombre de problématiques, de cerner un certain nombre d'objets qui me permettent d'éclairer, à travers la métaphore cannibale, un certain nombre de pratiques contemporaines, y compris, bien sûr, l'Internet, enfin, et les réseaux sociaux, qui apparaissent véritablement comme particulièrement cannibales et comme un hyperpanoptique qui fait pâlir Bentham et qui fait pâlir Foucault, qui ont travaillé les premiers sur le panoptique. C'est quoi d'autre le panoptique, sinon une façon de cannibaliser l'autre, c'est à travers l'œil. Hein, c'est ce qu'on peut appeler le cannibalisme de l'œil. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour le moment, ce que j'aimerais montrer, un exemple de malentendu culturel, hein, qui est avéré historiquement. Ce malentendu culturel concerne la fameuse rencontre du capitaine Cook, James Cook, qui est un des grands découvreurs britanniques qui était en concurrence avec Bougainville et puis avec d'autres découvreurs français pour la découverte et la conquête des îles du Pacifique et notamment de l'Australie, qui ne s'appelait pas encore l'Australie. Donc le malentendu culturel, qui est un chapitre de mon ouvrage, pour montrer justement que ce malentendu, au fond, concerne toute une série de situations historiques et qu'il est véritablement universel, alors même qu'il est enraciné dans différentes pratiques. C'est l'exemple de la rencontre du capitaine Cook avec les insulaires du Pacifique, donc plus particulièrement les Hawaïens, surgit des deux côtés comme la projection d'un malentendu culturel. En fait, le malentendu était des deux côtés. Les Anglais partent du préjugé qu'un sauvage ne peut être qu'anthropophage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Déjà avant le XIXe siècle, avant l'évolutionnisme, l'idée, après tout l'évolutionnisme, sa source elle est vraiment dans la philosophie des Lumières. Hein. On retrouve ça déjà formulé, peut-être pas de façon systématique, le terme d'évolution n'existait pas, mais en partie de l'idée que les sauvages étaient un point de départ et les sauvages ne pouvaient être qu'anthropophages.
Donc, pour eux, c'était normal que c'était même obligatoire que les Hawaïens soient anthropophages. Et du côté des Hawaïens, des insulaires, ils ont assimilé les Anglais à des dieux vengeurs venus les cannibaliser. Bon, là, je ne vais pas étendre, mais c'est notamment le travail de Marshall Salins qui a montré, justement à travers le malentendu productif, c'est un concept qu'il a formulé, qu'il a forgé, pour montrer en fait que l'histoire se fait à travers des malentendus productifs. Et comment le capitaine Cook non seulement a été mangé par les insulaires, mais il a été divinisé. Donc vous voyez comment le mythe se mélange à l'histoire réelle et fabrique l'histoire. Bon, je vais mentionner maintenant rapidement quelques pans de ce que j'ai traité dans ce livre. Le roman cannibale, bien sûr, le roman cannibale au XIXe siècle. Alors vraiment très rapidement, Robinson Crusoe, Vendredi, donc de Defoe, c'est là aussi, il est absolument fondateur du roman cannibale et fondateur de l'imaginaire occidental par rapport à l'autre, et Vendredi en tant que sauvage qu'on va civiliser, mais bien sûr, par définition, cannibale, etc. Un ouvrage qui a eu énormément de succès et qui a été édité, réédité jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui a été traduit en français, L'île de corail de Ballantine. Là aussi, ça formait la jeunesse pour montrer effectivement comment un jeune va à l'aventure, il va s'attaquer au cannibale et comment il va se renforcer, il va devenir un serviteur valeureux de l'Empire britannique ou de l'Empire français. Donc le roman cannibale avait vraiment une fonction pédagogique très importante. Vous voyez là, dans la construction de l'imagie et du stéréotype cannibale au XIXe siècle, oui, même au XXe, ça c'est une photographie des années 1920, on a absolument fabriqué finalement des photographies, des faux, mais pendant très longtemps ça passait pour des vrais. Donc là aussi la question de l'authenticité de la photographie, de l'authenticité des faits. Et voilà des insulaires indonésiens en train de préparer, bien sûr, un repas cannibale. Alors que c'est une mise en scène, bon, on l'a montré plus tard. Là aussi, bon, les mangeurs d'hommes, etc., Michel Droit. Bon, je vais très vite. La littérature cannibale, elle est vraiment très, très répandue, même dans la littérature française. Là, c'est la famille Bobichon à l'exposition coloniale de 1936. Et rappelez-vous, Roland Barthes, dans les mythologies, qu'il reprend justement le mythe du cannibale pour se moquer des Blancs qui vont chez les cannibales, etc. Donc c'est... Mais sinon, par exemple, on peut penser que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cannibalisme est vraiment au fondement, on le trouve dans toutes les mythologies fondatrices de quasiment toutes les civilisations, bien sûr grecques, romaines, mais aussi exotiques. Où le cannibalisme apparaît comme un facteur à la fois de destruction, mais aussi un facteur de construction de la société, de la culture. Là, bien sûr, c'est le fameux Cronos, qui mange ses enfants, et que Zeus a tué pour qu'il s'arrête, qui a été repris par les Romains, donc le dieu Saturne, et ça c'est le fameux tableau de Goya, le Saturne ou Cronos qui mange ses enfants. Vous voyez, c'est un dieu qui a à la fois créé le monde, donc donne la culture, mais en même temps qu'il la reprend. Donc ça montre aussi que le cannibalisme est ambivalent, c'est-à-dire on peut le prendre de plusieurs côtés. On le trouve même dans la mythologie indienne, enfin hindoue plutôt, pardon, pas indienne, parce qu'indien c'est un concept politique, hindou, donc dans les représentations hindoues, où Prajapati est à la fois un dieu créateur, qui produit de la richesse, qui produit de la culture, mais en même temps qui mange ou qui détruit. Donc il faut naviguer entre eux. Bien sûr, l'Eucharistie, là aussi, il y a un chapitre entier que je développe, cette analyse de l'Eucharistie, qui est très intéressante pour montrer effectivement qu'il y a un lien vraiment entre le christianisme et le cannibalisme, mais du point de vue symbolique, parce que le christianisme, enfin dans le christianisme, quand on mange le corps du Christ et quand on boit le sang du Christ, c'est une façon de créer la communauté, puis de la rendre éternelle. Donc c'est une façon de s'intégrer à la communauté. C'est communautaire, l'Eucharistie est communautaire. Le cannibalisme, et notamment dans sa version de cannibale, c'est exactement ça. C'est une façon d'entrer en communauté, de construire sa communauté et de construire une généalogie donc, et une descendance. Donc en fait, dans les sociétés où on mange ses propres morts,
Si on n'aime pas quelqu'un, ou si on veut lui faire peur, on lui dira « je ne te mangerai pas ». Et s'il n'est pas mangé, ça veut dire qu'il ne pourra pas rester dans la mémoire communautaire, il ne fera pas partie de la communauté. Donc il y a un lien véritablement entre le christianisme et le cannibalisme. Bon, les protestants le faisaient, hein, mais pour condamner les catholiques. Mais c'est juste pour dire en fait, qu'une institution aussi valeureuse, enfin aussi sacrée, peut parfaitement être comparée au cannibalisme des exotiques, parce que finalement, les deux relèvent de la même symbolique. Bon, un autre exemple hein, sur lequel j'ai travaillé un chapitre entier, c'est la greffe d'organes. La greffe d'organes, parce que le temps passe et je ne vais pas tout... La greffe d'organes, là, c'est un petit livre de Jean-Luc Nancy, le philosophe Jean-Luc Nancy, qui a été greffé en 1980, en 1980 du corps. Donc il a reçu un corps. Et c'est un petit ouvrage magnifique, vraiment, je vous le conseille, 24 pages, quoi, enfin, qui revient sur son expérience et qui montre comment, en fait, un corps étranger, qui, dans un premier temps, a été rejeté par son propre corps, c'est-à-dire par les anticorps qui ne voulaient pas de cet intrus. C'est pour ça qu'il l'appelait l'intrus. Voilà, le phénomène de rejet. Donc, c'est juste pour montrer en fait que la question de la greffe renvoie à la question de soi et de l'autre. Où est la frontière? Est-ce que l'autre va me sauver, mais en même temps, il peut me tuer, puisque justement, il y a le risque du rejet de la greffe. Donc, c'est cette dialectique finalement entre soi et l'autre, l'intérieur et l'extérieur, qui est fondamentale et qu'il faut comprendre dans l'idée du rejet de la greffe. Et pendant très longtemps, les médecins, obnubilés par une conception purement utilitaire, purement physique, purement matérielle, ne se sont pas penchés sur les raisons du rejet. Et au fond, pour un psychanalyste ou pour un anthropologue ou un sociologue, l'idée vient plus facilement. Pourquoi il y a un rejet? Parce que symboliquement, l'organe n'a pas été intégré. Et donc, il faut pouvoir accompagner finalement le greffé de tout un travail d'imaginaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'imaginaire du greffé intègre ça. Et j'ai comparé ça au cannibalisme, et plus précisément à la chasse aux têtes, dans la région de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où j'ai fait ma thèse, enfin, qui a été l'objet de ma thèse, les cultes du cargo. Là, mais pas seulement, là, en Amérique du Sud aussi, en Indonésie, c'est des pratiques qu'on trouve. La greffe, la chasse aux têtes, c'est une façon d'aller dans des rituels, bien sûr, des guerres, on fait la guerre entre des gens plus ou moins égaux, et en échange, et le fait de pouvoir... il faut que pour un jeune homme devenir adulte, il faut qu'il revienne une fois au moins, mais pas tous, hein, bien sûr, ils ne sont pas tous valeureux, mais s'il arrive à revenir avec un autre guerrier qui a été tué, de revenir et de transformer la tête. Les Jivaros sont très célèbres pour ça, les réducteurs de têtes, mais ce n'est pas tous les chasseurs de têtes qui réduisent les têtes. Mais l'idée de la réduction de têtes, c'est justement de pouvoir, à travers le travail de la tête du mort ou du prisonnier qui va te tuer, de pouvoir intégrer finalement tout l'aspect valeureux, tout l'aspect, toutes les qualités qu'on va chercher l'autre pour pouvoir se construire soi-même. À savoir que je ne peux me construire en tant que moi-même que si j'intègre une dimension de l'autre. Donc l'autre, comme dans la greffe, j'ai besoin de la greffe de l'autre pour pouvoir me construire. Et c'est un rituel de passage, ça devient un rituel de passage, et ça tourne autour de la fameuse cérémonie qui a été décrite et analysée par Margaret Mead et Bateson, son compagnon à l'époque, d'ailleurs dans le même village où j'étais. Ils avaient travaillé dans ce village. Donc voilà, par exemple, une comparaison que je fais pour montrer en fait que le cannibalisme ou la métaphore cannibale peut nous éclairer
sur des pratiques très actuelles et même techniquement actuelles comme la greffe. Alors, bon, j'ai donné l'exemple du web, bien sûr. Bon, je ne vais pas m'allonger, on pourra le faire dans les discussions, mais le pouvoir est par définition cannibale. Le pouvoir, il est dévoration. C'est en tout cas ce que pensaient les anciens Grecs, qui appelaient les tyrans démoboroi, c'est-à-dire démovores. Hein, ils mangent le peuple. D'ailleurs, la Boétie, le compagnon de Montaigne, a repris cette idée. Il va qualifier le pouvoir de mange-peuple dans la servitude volontaire, dans son petit livre de la servitude volontaire. Il parle même de bête féroce. Aujourd'hui, on peut trouver la métaphore cannibale en Afrique de l'Ouest, et là aussi j'ai fait du terrain au Niger et au Mali et au Burkina, j'ai fait du terrain au Niger et au Burkina, mais on trouve ce phénomène aussi au Mali et surtout au Sénégal, où je n'ai pas du tout été, ni fait du terrain, mais où on utilise, où on craint, et je cite, la politique du ventre, c'est-à-dire on associe le pouvoir à un ventre qui nous mange. Il est là, au fond, pour manger ce que nous produisons. Par exemple, aussi, ils utilisent le terme ou la formule « le chef bouffe les hommes » ou « le roi mange le royaume ». Donc, ce sont des métaphores du pouvoir qui passent à travers le cannibalisme. Autrement dit, et pour terminer, au vu de ces différents exemples, on peut dire que c'est un peu l'arroseur arrosé. En fait, c'est l'occidental, y compris l'anthropologue, qui est mis en question et qui est renvoyé à son propre cannibalisme. Finalement, n'est pas cannibale celui que l'on croit. Le cannibale se tapit souvent là où on ne s'y attend pas. Et la réprobation morale qu'il soulève est souvent une ruse pour s'aveugler sur soi-même et sur ses propres pratiques. C'est ainsi que l'explication du cannibalisme a souvent été sacrifiée au nom de l'horreur qu'il suscitait. Au fond, disons, quand même la plupart du temps, il a été un peu méconnu et maltraité, le cannibalisme, et notamment rituel. Donc, voilà. Pour terminer, j'aimerais juste soulever la qualité fictionnelle du cannibalisme, c'est-à-dire en fait que le cannibalisme est une fiction qui a une valeur heuristique. Et cette valeur heuristique, elle a été reconnue aussi bien par Freud que par Karl Marx. Bon, peut-être Karl Marx, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on peut revenir là-dessus, mais Freud, au fond, à travers le meurtre du père, il a fait du meurtre du père, le meurtre du père, comme le point de départ de l'avènement de la culture, de la civilisation. Donc il a fallu tuer le père de la horde, qui dominait les mâles, enfin les hommes, et qui s'appropriait les femmes, et il a fallu tuer le père et le manger. Et si en le tuant, il y a une culpabilité qui se produit, on va commémorer à cause de cette culpabilité le meurtre du père, et c'est le point de départ de la civilisation. Donc on voit bien que la science elle-même, elle a utilisé le cannibalisme, ou en tout cas la psychanalyse, peut-être pour certains la psychanalyse c'est pas la science, on est dans l'imaginaire, mais bon, que la psychanalyse, le complexe de type finalement est fondé sur cette fiction. Et moi j'ai un chapitre entier pour montrer au fond que cette fiction, Freud n'en avait vraiment pas besoin. C'est-à-dire, on peut parfaitement développer conceptuellement, il aurait pu développer conceptuellement le complexe d'Oedipe sans passer par cette fiction cannibale. Mais s'il l'a fait, c'est parce que justement Freud est victime de son époque, des préjugés de son époque, et pour que sa théorie soit crédible aux oreilles, aux yeux de ses contemporains scientifiques, et notamment de Fraser, dont il s'inspire, il a introduit cette fiction. Il a introduit cette fiction du meurtre et du cannibalisme pour mieux fonder sa théorie scientifique. Donc on voit bien que le cannibalisme joue aussi comme fiction à l'intérieur même de la science. Marx, c'est la même chose. Marx, il utilise cette fiction pour dénoncer, déconstruire le cannibalisme, mais il avait une ignorance totale du cannibalisme rituel. Et donc il s'est marché dessus d'ailleurs en comparant le capitalisme aux primitifs qui mangent de façon indifférenciée, alors que les primitifs, justement, ne mangent pas de façon indifférenciée, ils mangent de façon réglée, alors que le capitalisme
lui, justement, sa propension, c'est à la dérégulation. Et on vit dans une période, d'ailleurs, de dérégulation totale, où, véritablement, l'exploitation de la force de travail, ou disons de la matérialité, que dénonçaient Marx et Engels, aujourd'hui, aussi, elle concerne l'esprit, hein, véritablement, hein, le capitalisme cognitif. Donc on voit bien que le capitalisme, il a des capacités qui vont bien au-delà de la matérialité du corps, et il s'attaque à l'esprit. Et aujourd'hui, en fait, tout le capitalisme cognitif, et notamment à travers le développement de l'informatique, etc. Donc voilà, je crois que je vais conclure par... oui, donc cette citation de Eduardo Viveiros de Castro, qui est un anthropologue brésilien contemporain, qui a enseigné d'ailleurs à Paris aussi à l'école des hautes études, au fond, le fil conducteur, et on peut résumer au fond la démarche que j'ai essayé d'illustrer, par cette idée-là. Le jeu est déterminé en tant qu'autre par l'acte d'incorporation de cet autre, qui à son tour devient un jeu, mais toujours dans l'autre, littéralement à travers l'autre. Donc on voit bien que le capitalisme est un processus, est une construction qui intègre à la fois soi et l'autre, et c'est une dynamique, mais qui surtout en finit avec l'opposition nous et eux, sur laquelle a fonctionné l'anthropologie elle-même pendant très longtemps. L'anthropologie, pendant très longtemps, elle a fait l'opposition entre nous et eux, les irrationnels, les primitifs, les sans écriture, et nous, les sociétés historiques, les sociétés rationnelles, etc. Donc on est plutôt dans une logique de la séparation, donc dans la société moderne, parmi les civilisés, alors qu'au fond, les cannibales, eux, sont dans la logique de l'adoption, de l'avalement. Donc le cannibalisme, bien entendu, ou bien analysé et contextualisé, nous permet en fait de produire une épistémologie cannibale, et cette épistémologie cannibale, elle est fondée sur l'adoption de l'autre. Pourquoi? Parce que finalement, on ne mange que celui dont on pense qu'il va nous apporter quelque chose. Donc, on mange celui qu'on considère comme au moins égal à nous-mêmes, sinon supérieur. Hein, donc en tant qu'humain. Alors que du côté des civilisés, on est plutôt dans la séparation et en fait, on ne considère pas l'autre comme humain. Et on ne va pas justement se mélanger avec l'autre et encore moins le manger. Donc la métaphore cannibale nous permet véritablement de passer d'une épistémologie disons ethnocentrique, d'une épistémologie réductrice qui a beaucoup influencé l'anthropologie pendant très longtemps, en tout cas dans les années 1960-70, et on peut la remplacer par une anthropologie plus dynamique, une anthropologie cannibale. Et je terminerai par cette citation de Montaigne pour montrer en fait que nous ne sommes pas si modernes que ça. Donc là aussi, c'est une façon un peu de se décentrer par rapport à l'idée que les modernes sont... bon, maintenant on n'ose plus le dire, hein, que c'est le progrès, qu'on vit dans une période de plus grande rationalité. En fait, bien sûr que c'est une illusion. Et Montaigne, donc, qui a repris, Jean de Léry, qui a repris les analyses de ce fameux Pasteur, en fait, hein, mais qui a écrit sur le cannibalisme, le premier écrit intéressant. Voilà ce que dit Montaigne dans son chapitre des cannibales. Et on voit bien que Montaigne a compris, finalement, la force métaphorique du cannibalisme. Et moi, c'est vraiment mon inspirateur, Montaigne et Jean de Léry. Alors, ses muscles lancent le prisonnier en attente d'être sacrifié à ses ennemis. Cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres folles que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Donc on est véritablement dans la logique cannibale et dans la logique d'une épistémologie cannibale, à savoir finalement que justement si je te mange, c'est parce que tes ancêtres ont mangé mes ancêtres et qu'on est dans une relation d'échange et de réciprocité. Donc ça nous ouvre des portes incroyables, quoi. Enfin, c'est-à-dire où, au fond, l'ennemi n'est qu'ennemi un moment, hein, et en étant mangé, il va devenir ami. Donc il y a une réversibilité de la relation. Et chez les cannibales, l'ennemi n'est jamais ennemi une fois pour toutes. Alors que chez les civilisés, et surtout dans l'hypermodernité, l'ennemi, et à travers
toutes les théories de la philosophie politique, notamment de comment il s'appelle là, bon, son nom m'échappe, qui était très proche de l'idéologie nazie, mais en fait qui est aujourd'hui assez à la mode, mais ça reviendra tout à l'heure, où il a développé l'idée, en fait, mais qui est propre vraiment à la politique, à la philosophie politique moderne, et notamment à tout ce qui a produit les génocides modernes, à savoir justement qu'il y a une guerre totale entre soi et l'étranger, transformé en un ennemi irréductible, radical, qui ne pourra jamais redevenir ami. Et c'est là-dessus, finalement, que s'est construit notamment le choc des civilisations. Et le choc des civilisations qui a été rendu célèbre par Huntington, etc., en fait, elle fonctionne sur cette idée-là, à savoir sur cette idée qu'il y a une exclusion des cultures entre elles, une opposition irréductible, et qui consiste finalement à construire l'autre systématiquement, et une fois pour toutes, comme ennemi, et comme ennemi non seulement à ne pas fréquenter, mais si possible à purifier, si possible à tuer, et c'est le propre des génocides modernes, et j'ai consacré un chapitre entier pour montrer justement, que j'ai intitulé du cannibalisme au génocide, la fausse analogie. Pour montrer que le cannibalisme est humain, trop humain, le génocide, c'est notre modernité. Le génocide, c'est exactement l'inverse du cannibalisme. Voilà, je vous remercie. Merci Moundir pour cet exposé riche et foisonnant. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de discussion, entre autres, mais je vais les citer comme ça pour ouvrir le débat. Elles ne sont pas restrictives ni exclusives. Et à l'idée que, d'abord, le cannibalisme, ce n'est pas un discours abstrait, c'est un discours, comme le dit Veil, commentant admirablement Foucault, c'est un discours en situation historique. Donc, il a été produit à une certaine époque et il a évolué à partir du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en gros. Deuxième piste intéressante, c'est que le cannibalisme, c'est l'autre. Le cannibale, c'est l'autre. C'est jamais soi-même, n'est-ce pas? Même quand on l'est, on se projette dans l'autre et on accuse l'autre. Troisième piste qui est intéressante, et là l'anthropologie rejoint la littérature, la poésie aussi, la fiction, la science-fiction et autres, c'est que c'est une métaphore du réel. C'est une métaphore, elle esthétise et elle euphémise la réalité. C'est-à-dire qu'elle est autre chose que ce qu'on croit, n'est-ce pas? Et voici en gros les trois pistes qui me semblent intéressantes, mais on peut discuter d'autres choses d'après ce que vous avez compris, ce que vous avez saisi de l'exposé de notre ami Moundir. Voilà, je vous donne la parole. Madame, d'abord. Moi, j'ai juste envie de... Merci. J'ai juste envie de faire quelques remarques, si vous permettez. Vous ne pensez pas que le cannibalisme trouve déjà son origine dans l'origine de l'homme, c'est-à-dire que pour moi, l'homme est un animal conscient. Donc, c'est déjà... Les animaux se mangent entre eux. Excusez-moi, j'ai mes lunettes. Donc, c'est pour ça que je mets mes lunettes de soleil. Ça, c'est une première remarque. Par la suite, il y a donc... par la suite survient le contexte, qui est un contexte de survie. Et par la suite, la religion, le rapport des forces, etc. Et le rapport des forces, parce que les Aztèques, ils sacrifiaient leurs esclaves. Donc, le rapport de force y est pour beaucoup. En Papouasie, on ingérait aussi, on mangeait l'ingestion donc de la chair humaine et surtout du cerveau, parce qu'à un certain moment, il y avait le kuru, qui était une maladie du cerveau, qui est équivalente à la vache folle. Et donc, pour guérir ça, donc, qu'importe, mais pour moi, déjà, l'être humain est un cannibale, parce que déjà, ça se trouve que c'est un animal. Donc, bon, par la suite, il y a eu que... deuxième remarque, s'il vous plaît, vous avez dit l'amour et les invariants historiques.
Je ne sais pas, moi je suis scientifique, donc pour moi, tout ce qui est physiologique conditionne enfin, pour moi l'amour c'est des hormones. C'est des hormones dans le corps. Et donc, l'amour, ça précède aussi la procréation. Et donc, je ne vois pas les invariants. Parce que l'amour, même s'il y a 1000 ans ou maintenant, c'est le même procédé physiologique qui se passe dans le corps. La dernière, vous avez abordé le cannibalisme. C'est très, très intéressant parce que vous l'avez étendu à notre époque contemporaine. Moi, je dirais aussi que l'esclavage, c'est la même chose pour l'esclavage, parce que l'esclavage, à un certain moment, il y avait l'esclavage tel qu'on l'a connu dans l'histoire, etc. Mais par la suite, aujourd'hui aussi, il y a un nouveau type d'esclavage moderne. Merci. On répond au fur et à mesure. Désolé à la fin. Sauf si on a quelques... 2 ou 3 peut-être. Oui, ouais, d'accord. Tu veux, hein. Non, c'est toi le président, il n'y a pas de problème. Permettez-moi d'abord de remercier notre conférencier qui nous a fait ce dossier, une enquête absolument extraordinaire sur le cannibalisme. Je commence par une petite question. Est-ce qu'on connaît exactement l'étymologie du mot cannibalisme ? Oui, j'ai un peu... Oui, je peux revenir là-dessus, ouais. Parce que l'histoire du chien, bien sûr, elle est là, donc Canis, tout ça. Non, mais il y a Baal, il y a ce aussi qui pose problème, enfin, etc. Mais je pense qu'au fond, l'homme ou l'être vivant vit toujours aux dépens de notre être vivant. Et que par conséquent, nous sommes d'une façon ou d'une autre tous cannibales. Et le cannibalisme peut finalement revêtir 2 aspects. Le premier, c'est lorsque, comme je ne sais pas comment Rimbaud disait, est-ce que dit « je et l'autre » avec EST, bien entendu. Et je crois qu'il y a l'autre phase, c'est que « je et ET », l'autre. Et là, on débouche sur cette note, disons, optimiste de votre conclusion, lorsque, au fond, on travaille ou on est lorsque l'autre est. Et non pas lorsque on vit aux dépens de l'autre. Et notre monde actuel, avec le néolibéralisme, il n'y a pas une époque plus cannibale que celle que nous vivons aujourd'hui, où le profit est vraiment mis en exergue et considéré comme une divinité. On adore le profit, tout le monde vit pour le profit, et les souffrances que l'humanité actuellement est en train d'endurcir, c'est dû à ce type de cannibalisme, car au fond, si nous ne pouvons pas acheter des médicaments, parce que ceux qui le fabriquent, ils le produisent pour 1 millime et ils le vendent 100 ou 1000 ou 1 dinar. Voilà, au fond... Alors, peut-être avant de finir, permettez-moi, si je tiens le micro, c'est cette histoire, vous avez fait allusion aux Carthaginois. D'ailleurs, il y a un roman, Hannibal Cannibal. Ça rime bien. Oui, alors oui. Et puis, c'est un titre facile, mais enfin. Certains historiens qui rapportent une histoire, on a posé la question à Hannibal, comment tu fais pour, au fond, résoudre le problème de l'intendance ? Vous traînez à travers les Alpes 50 000 soldats. Or, un soldat doit, pour vivre, pour rester, doit manger, consommer au moins 1 kilo de blé par jour. D'où, comment vous résolvez le problème de ces dizaines de tonnes de blé par jour, alors que vous êtes dans des pays ennemis, vous traversez les Alpes, etc., etc. Alors, l'un de ces lieutenants, c'est ce que racontent les historiens. Or, les historiens sont ennemis d'Hannibal. Bien sûr, vous savez que
le problème de Carthage, des Carthaginois. Il a dit, c'est très simple, parce que Hannibal a entraîné ses soldats à se nourrir de chair humaine. Et c'est des vieilles choses qui traînent un peu partout. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé votre dossier, très riche et presque exhaustif, de tous les domaines, de la lettre à l'image, ce qui est extraordinaire. Alors, pour le sacrifice humain, le sacrifice des enfants, vous savez que les Carthaginois n'ont jamais offert leurs enfants à Baal. Seulement, ils considéraient que les enfants morts en bas âge ou les avortons sont réclamés, s'ils disparaissent, parce ils sont réclamés par la divinité. Et que par conséquent, pour que ces enfants arrivent à leurs demandeurs, on les incinère. Et l'incinération était surtout autofaite. Les petits enfants, après mort ou avortants, sont incinérés pour que finalement leur fumée transcende, monte jusqu'au ciel. Voilà comment est née finalement cette affaire absolument fausse, inventée par, nous savons par qui, par Diodore de Sicile, qui détestait les Carthaginois et pour cause inventé cette histoire de Carthaginois offrant leurs enfants à la divinité, à Baal. Donc, est-ce que ce Baal de cannibale, y a-t-il quelque chose? Je ne sais pas si vous avez travaillé sur l'étymologie, c'est passionnant cette histoire-là. Merci. Bon, d'accord. Alors, bon, bien sûr, enfin, ça va prendre beaucoup de temps si je réponds dans le détail à toutes les questions. Bon, bien sûr, enfin, par rapport à votre remarque que l'amour, c'est une question de molécules, à ce moment-là, vous annulez les sciences humaines, vous annulez les sciences sociales, vous annulez la sociologie, vous annulez l'anthropologie, vous annulez absolument toute cette tradition, parce que l'amour, est-ce que, par exemple, je prends juste un exemple, enfin, est-ce que dans notre société, à nous, il y a quelques dizaines d'années ou plus loin, est-ce qu'on se mariait par amour? Est-ce que même en Europe, on se mariait par amour? Est-ce que le mariage n'était pas un arrangement des familles entre elles et que l'amour n'entrait absolument pas en considération? Il y a des sociétés qui ne connaissent même pas le terme d'amour. Ça ne veut pas dire que des sentiments de désir, de proximité avec l'autre n'existent pas. Mais l'amour en tant que catégorie, et surtout en tant que catégorie qui est à la base du mariage, c'est une fiction totale. C'est-à-dire d'une société à l'autre, et dans la même société, historiquement, on ne peut pas dire que l'amour est à la base du mariage. D'ailleurs, le mariage lui-même est quelque chose de complètement relatif, il n'est pas la même chose d'une société à l'autre. Oui, je t'en prie. Cette citation, à mon avis, pourquoi vous avez mis cette citation? Paul Veyne. C'est tout, mais c'est pas après. Non, mais parce que c'est autre chose. Mais justement, j'ai pris. Le mariage et l'amour, c'est pas la même chose. Oui. Déjà, on rentre. Non, mais j'ai pris cet exemple pour montrer, parce qu'il nous semble que nous, appartenant à une société où l'amour est très valorisé, où l'amour devient, dans nos représentations, la base de l'affinité avec l'autre, du sexe opposé et même du mariage, mais que c'est une catégorie très marquée historiquement et culturellement, et qu'elle n'est pas de tout temps. Les Romains n'entendaient pas du tout, et lui, c'est un historien de la Rome antique, et c'est en tant qu'historien qu'il dit cela, pour montrer justement que les pratiques du mariage à Rome n'avaient rien à voir avec les pratiques de mariage ici, aujourd'hui, et encore moins cette histoire d'amour. Donc c'est juste pour dire que les catégories que nous croyons comme éternelles, évidentes et pareilles à elles-mêmes d'une époque à l'autre sont en fait soit des catégories construites et variables, soit tout simplement qui n'existent pas. Moi, les anthropologues peuvent prétendre, et je prétends, que la catégorie de religion n'est pas universelle. C'est-à-dire, si on a travaillé dans les sociétés exotiques, c'est les Européens appartenant à la tradition sémitique, etc., qui ont généralisé cette catégorie aux autres, d'ailleurs pour leur reprocher de n'être pas dans la bonne religion.
Et puis bon, là, il y a des personnes comme si... tout ça, enfin, qui sont plus pertinents, plus compétents que moi pour parler de ça. Donc je ne vais pas me lancer dans... Mais c'est juste pour relativiser. Alors, mais à part ça, je vous remercie vraiment pour vos questions, parce qu'elles sont stimulantes. Alors, dire être humain, pour un sociologue, un anthropologue, franchement, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'être humain. Il y a des papous, même pas, c'est faux d'ailleurs, des papous. La Papouasie, Nouvelle-Guinée, je vous donne un exemple. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une énorme île au nord de l'Australie, peuplée par les Papous, soi-disant, les derniers primitifs. 500 000 km² et il y a 20 ans, 30 ans, ils étaient 3-4 millions. Vous savez combien ils ont de langues? 700 langues différentes. Et pour montrer la créativité, pour montrer la diversité, moi, quand j'ai travaillé chez les Yatmoul, un village, Yatmul, ils parlent une langue, pas des dialectes, une langue. Vous allez à un autre village, ils parlent une autre langue. Là, ils ont un système matrilinéaire. Là, à 5 km, et là, ils ont un système patrilinéaire. Il n'y a pas d'être humain. Il y a, quand on dit tunisien, ça ne veut rien dire aussi. Tunisien, quand, où, comment, etc. Il y a des communautés. Mm-hmm. Non, mais même... Ouais, bon, on va pas... Oui, oui, bien sûr, mais c'est notre pain quotidien, de déconstruire justement l'être humain et puis de montrer finalement que ce qui intéresse le sociologue, l'anthropologue et l'historien, c'est le contexte culturel dans lequel une pratique se fait. Vous avez donné l'exemple du kourou, qui est intéressant, hein, parce que moi je connais bien cette question, puisque c'est en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et puis j'ai travaillé là-dessus. Le kourou, en fait, là, de nouveau, c'est une façon, au fond, d'accuser l'autre d'être cannibale par définition. Je rappelle que le kourou, effectivement, c'est le prion. Hein, et Gajuzek, le médecin qui a découvert, qui a travaillé dans cette population et qui a découvert le prion, a eu le prix Nobel. Mais l'explication, on n'a jamais su vraiment très bien d'où ça venait. Gajuzek a été influencé par des administrateurs coloniaux en disant, écoutez, c'est probablement parce que la population locale était cannibale et ils mangeaient la cervelle, des morts, quoi. Et que le prion, l'épidémie est venue de là. Alors que la thèse concurrente était que ça pouvait venir aussi des lésions, et quand on se coupait, ça pouvait venir du sang. Donc la raison ou la cause est restée indéterminée, mais malheureusement, ce qui a été mis en avant, c'est plutôt le cannibalisme de cette population. Mais cela dit, ça a permis à la science d'avancer, et le prion a été découvert effectivement là-bas, et ça a un rapport avec le prion de la vache folle, quoi, effectivement, donc de ce point de vue-là. Tout à fait. Mmh. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, sinon, alors pour monsieur, oui, bon, enfin, cannibalisme, ça vient de la contraction, comme je l'ai dit, de Carib, hein, ce peuple dont les Arawaks parlaient à Christophe Colomb, parce qu'il leur posait toujours la question, où sont les anthropophages, où sont Gog et Magog? Alors, les Arawaks ont dit, oui, voilà, ils s'appellent Carib, ils viennent, ils nous prennent, ou ils prennent certains d'entre nous et ils les mangent. Et Christophe Colomb, il a associé Carib avec canis, mangeur de chiens. C'est-à-dire une définition en fait péjorative pour dire, au fond, il n'y a que les chiens qui mangent leurs semblables. Donc voilà, des cannibales, voilà. Carib, canis, ça a donné canniba. Et ça, c'est attesté, c'est Christophe Colomb qui, le premier, a utilisé le terme de cannibale. Et après, quelques dizaines même un siècle après, c'est devenu un substantif, cannibalismo en espagnol et cannibalisme. Donc pour répondre à une précision par rapport à votre question. Alors, justement, là aussi, votre remarque est tout à fait intéressante, et vous avez cité Rimbaud, je est un autre, c'est exactement cette citation-là. C'est vraiment ça, en fait, le Viveiros de Castro. Non, Montaigne, ça c'est vraiment l'idée de Montaigne, à savoir, vous allez me manger, mais vous allez trouver le goût de vos propres ancêtres, parce que nous aussi, nous vous avons mangé. Donc
et vraiment l'autre, quoi. Donc il y a cette imbrication, il n'y a pas cette opposition. Et sinon, alors par rapport aux Aztèques, puisqu'on a parlé de Hannibal et de cannibale, et puis du fait que certains lui ont posé la question, mais en fait, comment vous faites, vous qui êtes cannibale, pour pouvoir nourrir en fait vos soldats, quoi, enfin, ce préjugé. Mais en fait, je pourrais répondre à ce propos, quoi. Enfin, donc, par un retour chez les Aztèques que vous avez cité aussi tout à l'heure. Les Aztèques, effectivement, ils mangeaient le prisonnier de guerre. Hein, ils mangeaient leurs prisonniers de guerre, mais c'était des guerriers valeureux, ils ne mangeaient pas n'importe quel guerrier. Et aussi, ils avaient une autre forme de sacrifice où ils mangeaient leurs propres guerriers, qui étaient volontaires. Mais ce qui est intéressant, alors justement, chez les anthropologues eux-mêmes, hein, Marvin Harris est un anthropologue, professeur à Columbia, qui a, contre Marshall Salins, parce qu'il y a deux écoles, qui expliquait le cannibalisme par la nécessité, en disant, au fond, si les Aztèques mangeaient, faisaient des grands sacrifices et construisaient des temples, etc., c'est parce qu'il manquait dans leur environnement de protéines animales. L'explication, on peut l'appeler matérialiste. Marvin Harris passe pour, lui-même il est fier de dire, moi mon explication, pas marxiste, enfin pas dans le sens marxiste, mais enfin matérialiste, c'est-à-dire qu'au fond les cultures, pour expliquer des nécessités, elles construisent d'énormes scènes pour au fond remplir une fonction vitale, à savoir manque d'animaux, manque de protéines, donc on mange les humains et on justifie cela à travers des sacrifices, à travers un rituel. Bon, Marshall Salins, qui lui n'est pas d'accord avec cette explication, il est pour une explication symbolique en disant que le cannibalisme, d'ailleurs comme Jean Deléry, comme Montaigne, il disait, mais enfin le cannibalisme, ça relève de la vengeance, ça relève du prestige, ça relève de la construction de soi, en cherchant l'autre et en cherchant ses qualités. Et pour détruire la thèse ou pour contester la thèse de Marvin Harris, il a compté le nombre, il a pris l'exemple qui est attesté, hein, l'exemple d'un sacrifice qui a été fait par des centaines de prisonniers, et puis il a fait des calculs pour montrer finalement que si on adoptait l'explication de Marvin Harris, finalement sur toute une vie, un Aztèque ne bénéficiait que d'un hamburger dans toute sa vie. Donc c'est juste pour montrer en fait que l'hypothèse de la protéine ne tient absolument pas le coup, même si on applique la méthode de Marvin Harris. Donc pourquoi au fond sacrifier autant de personnes pour soi-disant acquérir des protéines? Si c'était le cas, ça ne rapporte rien du tout, parce qu'un hamburger toute sa vie, est-ce que c'est suffisant pour compenser le manque de protéines? Non, c'est juste, c'est pas anecdotique en fait, parce que ça fait partie vraiment du débat scientifique, c'est juste pour montrer que effectivement, même chez les anthropologues, on n'est pas tous d'accord, et il y a des explications plus matérialistes que l'autre. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que moi ou Marshall ne sommes pas matérialistes, nous sommes matérialistes, mais un matérialisme éclairé, quoi, à savoir qu'il y a la part symbolique, la part imaginaire qui intervient. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Bon. La très grande richesse de sa recherche, je voudrais le provoquer un peu. Est-ce que ton livre n'est pas, en fin de compte, un récit? Un récit qui serait le suivant. Le cannibale, c'est l'autre. Quand ce monde occidental a découvert l'autre. Montaigne, la Boétie. C'est à partir de là que j'ai pu comprendre que le concept de cannibale émerge. Le cannibale, c'est le sauvage. Et à travers ta recherche, tu parviens à un récit selon lequel n'est pas cannibale celui que l'on croit. Et que manger l'autre peut relever de l'amour de l'autre. Oui, oui. Et que dans toutes les civilisations, il y a le cannibalisme.
mais que le vrai sauvage, c'est l'homme blanc qui se trouve au fait de la dite civilisation et qui tue de manière industrielle les hommes. Est-ce que ce n'est pas ça le condensé de ton récit? Tout à fait. D'ailleurs, j'ai cité le chapitre tout à l'heure du cannibalisme au génocide, la fausse analogie, pour montrer que finalement, ce que tu viens de résumer, qu'au fond, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire une anthropologie de l'anthropologie, et une anthropologie de l'occidental, qui lui a toujours fait l'anthropologie de l'exotique. Mais à l'intérieur de l'occidental, il faut nuancer aussi, parce que comme tu disais tout à l'heure, et à juste titre, le cannibale c'est l'autre, c'est le sauvage. Mais le cannibale, pour le protestant, c'est le catholique. Donc l'altérité, elle peut être aussi à l'intérieur. Alors c'est ça. Donc c'est pas des catégories complètement... on retrouve ces accusations à l'intérieur même. Et d'où la controverse catholique-protestant. Non, absolument. Et moi, ce qui m'a guidé, et je l'ai dit tout à l'heure, finalement, quand je pratique de l'anthropologie, et en fréquentant les sociétés exotiques, les sociétés historiques, ce qui m'a intéressé, c'était toujours de revenir sur le regard de celui qui observe, l'observateur questionné. Donc, parce que l'observateur a toujours eu le privilège de regarder les autres sans se poser la question de savoir, mais au fond, qui lui donne ce privilège? Donc, en déhistoricisant son regard, en le donnant comme scientifique. Parce que c'est ça aussi, hein. On s'est pas mal gargarisé de la science, la curiosité, le désintérêt du savant. C'est pas vrai. Enfin, le savant ou le scientifique doit construire son désintérêt, il doit construire son objectivité. Elle ne lui a pas donné comme ça. C'est pas parce qu'il a fréquenté une université, etc. Donc, il faut que ça soit construit. D'où la nécessité de observer l'observateur, c'est-à-dire que l'observateur devienne lui-même un objet d'étude. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse vraiment dans l'anthropologie, quoi. Voilà. Écoute, est-ce que jusqu'à quel point tu penses que ce passage incessant de l'appellation à un contenu qui était multiple, tu as diversifié les renvois, est-il vérifiable? À quel point tu le penses? C'est-à-dire donc le déplacement. Cette interprétation de ce passage, de l'appellation cannibale, plusieurs qui renvoient à plusieurs. Oui. Tu l'as fait sur plusieurs domaines. Jusqu'à quel point c'est vérifiable, tu le penses? Ma démonstration. Non, mais une question pertinente. Ça, voilà, mais absolument, une question pertinente. C'est un peu ce que mais une question absolument. Je suis tenté par une cette question pertinente. Et je pense, deuxième question, je pense, c'est fondre, il n'y avait pas les Carthaginois ne dénonçaient pas un culte de mangeurs de bébés ou d'enfants en face à Baal-Karni. Ils se révoltaient contre. Une accusation, oui. Ils se révoltaient contre le départ. Oui, bien entendu. Moi aussi, la mémoire carthaginoise, et ils ont inventé cette histoire-là. Nous sommes actuellement en mesure de connaître exactement la genèse d'une telle théorie. Non, Boukarnine, c'est autre chose. Boukarnine, c'était Baal Kalansis, le Baal aux deux cornes. Oui, Hannibal, c'est au fond Hannibal, c'est-à-dire Baal, le dieu Baal, est miséricordieux. Voyez-vous, c'est pourquoi, au fond, les étymologies sont extrêmement intéressantes. Bien sûr. Or, malheureusement, nous, dans notre milieu, dans notre monde, disons, de culture arabe, nous ne nous intéressons pas du tout aux étymologies. Alors que vous savez que la langue arabe ne possède pas de dictionnaire étymologique jusqu'à présent. C'est l'une des plus grandes langues du monde qui n'a ni un dictionnaire historique, ni un dictionnaire étymologique. Voyez-vous? Et pire, on ne s'en étonne même pas. Non, effectivement, pire. Oui. Une question. Donc, je félicite le conférencier pour avoir abordé cette thématique. Je crois qu'il a pratiqué en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler de l'occidentalisme. Il nous a sortis du nombrilisme. Il s'est intéressé à l'altérité et c'est un thème qui est assez rare finalement dans les publications savantes
à l'échelle du monde arabe de manière générale et à l'échelle finalement de tous les peuples dits sous-développés, parce que finalement, lorsqu'on s'intéresse à l'altérité, on devient un sujet. Donc finalement, c'est un acte en quelque sorte de fin de colonisation. Et donc, je le félicite pour ça. Et j'aimerais poser une question qui n'est pas finalement dans le propos du livre. Comment peut-on situer les scènes de cannibalisme qu'on a vues pendant les affrontements en Irak et sur d'autres scènes qui ont été commises par des groupes radicaux, des groupes terroristes? Comment peut-on situer ça dans la généalogie que vous faites du cannibalisme? Parce que on a mangé, enfin on nous a montré quelqu'un qui mangeait le foie. Vous vous souvenez, etc. Bon, on a vu des scènes aussi de sacrifices d'humains, finalement, pour se rapprocher de Dieu, enfin, on les égorgeait ou on les brûlait, etc. Donc c'est des scènes quand même qu'on peut assimiler au cannibalisme. Et comment penser ce cannibalisme que nous avons protégé? Est-ce que vous aurez la même position bienveillante vis-à-vis de cette forme de cannibalisme? Est-ce que ce n'est pas plutôt une négation de l'autre? Bon, est-ce que... Voilà, je vous remercie. Ouais. Ouais. Juste une petite observation qui va suivre celle de Hassan Arfewi à propos des mangeurs de cœur. Quand j'étais enfant, j'entendais parler de Hind el-Hnoud wa Karet el-Kboud. C'était à l'époque du prophète, cette femme qui s'appelait Hind et qui avait envoyé ses hommes à la recherche du prophète pour le tuer. Je ne sais plus si c'est pour avoir le Hamza ou le prophète. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé à l'époque du prophète et c'est un peu voilà, une femme cannibale. Donc, et ça pouvait être aussi une invention de la part des musulmans pour dire ceux qui ne croient pas dans l'islam sont des cannibales. C'est un peu comme les communistes mangeurs d'enfants au XXe siècle. Merci. On va donner la parole à Mounder pour répondre et clôturer cette séance. D'accord. Bon, alors, Mordad, merci pour non, mais disons, l'interprétation, non, mais l'interprétation reste ouverte, hein, donc, bien sûr, quoi, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le propre de la science, s'il n'y a pas d'interprétation possible, si on ne peut pas falsifier, donc, effectivement, enfin, tout ce que j'ai mobilisé, tout ça, et j'ai essayé de leur restituer une cohérence, mais pas que cette cohérence, soit elle est abusive, soit elle a quelques faiblesses, non, c'est complètement ouvert, alors, vraiment, donc, je suis parfaitement conscient, donc, au fond, ce livre ne clôture rien, quoi. Donc, aucun livre ne doit clôturer quoi que ce soit. Donc, c'est ouvert. Alors, sinon, oui, je vous remercie aussi pour cette question extrêmement intéressante et extrêmement importante, parce que j'ai suivi l'actualité, bien sûr, et j'ai vu ça. Et avant, d'ailleurs, l'Irak, j'ai vu au Sierra Leone, dans les guerres qui ont touché le Sierra Leone, le Libéria, et aussi en Ouganda, il y a eu des actes terribles aussi, où on mangeait le foie, notamment, où on mangeait des parties. Et donc, effectivement, la question se posait de savoir, mais c'est quoi cette pratique? Enfin, est-ce qu'elle relève du cannibalisme tel que je l'ai analysé, c'est-à-dire un cannibalisme rituel, qui est plutôt l'ouverture sur l'autre, l'ingestion, donc comme le fait d'ailleurs ce prisonnier, regardez ce prisonnier, c'est une esthétisation d'ailleurs, hein, par la même école du XVIe siècle, où le prisonnier, il est fier, il dit « oui, je suis fort, vous allez me manger, mais n'oubliez pas que nous vous avons mangé ». Et ça montre bien l'humanité de l'un et de l'autre, hein, et le prisonnier doit jouer son rôle. S'il ne joue pas son rôle, sa réputation est perdue. Donc, là, on est vraiment dans l'adoption, l'avalement comme adoption, c'est-à-dire on est dans l'humanité. Mais si on prend dans les situations de guerre, que ce soit le Libéria, le Sierra Leone, ou après quelques cas d'ailleurs entre nous, que
les médias, et je dirais la propagande occidentale a mis en avant ces cas de cannibalisme en Syrie ou en Irak. Parce qu'il y en a eu très très peu, quoi. C'est vraiment pas une systématique. Bon. Alors, de mon point de vue, on est dans la version d'une destruction totale de l'autre, c'est-à-dire du refus justement de l'humanité de l'autre, et qu'à ce moment-là, la mendication de l'autre est une façon de l'annihiler totalement. Et une chose qui m'a beaucoup frappé, et je l'ai analysé dans d'autres publications sur la question de la violence moderne et le génocide, moi, il me semble que les mouvements extrémistes, je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, c'est vraiment difficile là aussi, islamistes, fondamentalistes, etc., ou même en Algérie, qui égorgeaient et qui mimaient le sacrifice d'Abraham. Pour moi, et c'est une théorie qui peut choquer les gens, mais moi je dis que, dans cette analyse, que le sacrifice, quel qu'il soit, aztèque, ou le sacrifice abrahamique, parce que l'analyse anthropologique classique, elle a, notamment à travers notre ami la violence fondatrice, Girard. Voilà, René Girard, merci Mohamed, voilà. Au fond, le bouc émissaire est que la violence, même dans sa forme la plus extrême, c'est-à-dire le sacrifice et la mendication, est fondatrice du lien social. Oui, peut-être. Mais moi, je dis que le sacrifice, soit aztèque, soit abrahamique, est capable, au fond, de se transformer en un sacrifice destructeur. Et l'exemple même des égorgements et de la mise en scène rituelle qu'ont effectué les islamistes, notamment en Algérie, pour renforcer encore plus la violence exercée sur les autres. C'est-à-dire utiliser le rituel sacrificiel abrahamique pour donner encore plus de poids à leur violence extrême. Donc le sacrifice peut être aussi détourné, utilisé et instrumentalisé. Donc moi c'est comme ça que j'ai analysé ces situations où c'est vrai que c'est terrifiant, enfin, c'est-à-dire pour quelqu'un, enfin un musulman normal, en fait, voir comment ils utilisent exactement le rituel de l'égorgement d'Abraham, quoi. Enfin, et c'est juste pour dire que le sacrifice peut, à un certain moment, aussi être utilisé par les forces obscures pour donner encore plus de force à leur acte, pour dire, voilà, c'est Dieu qui l'a voulu, quoi. Et oui, bien sûr. Oui. Comme Dieu en nous. D'où d'ailleurs le mot enthousiasme. On s'enthousiasme lorsqu'on a le Dieu en soi. C'est vrai. Et on devient capable de tout faire, etc. Au fond, tout est dans tout. Bien. Alors, pardon. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes tous conviés à un pot, un café en bas. Et vous êtes les bienvenus. Marhaba bikoum.